Alors, maintenant, nous allons quitter le terrain du droit et le monde des juristes pour entrer dans celui de la médecine et de l'enseignement. Et c'est Laurent Chambaud, qui est directeur de l'École des hautes études de la santé publique, qui se trouve à Rennes, qui va à son tour traiter le sujet d'édicter des règles, se fixer des limites. A-t-il encore un sens ? Merci beaucoup. Merci de l'invitation pour ce colloque. C'est très difficile de passer après deux juristes qui ont fait une exégèse que je trouve passionnante sur les modalités de respect des droits des personnes. Ce que je vous propose peut-être, c'est de faire de la façon la plus courte possible, un pas de côté par rapport à ce que j'ai entendu depuis ce matin, et peut-être de vous dire dans quelle mesure la santé publique peut contribuer au débat qui est celui d'aujourd'hui sur édicter des règles et se fixer des limites. Alors, d'abord, je pense que les mots ont été pesés sur le titre qui a été donné. À mon sens, édicter des règles et se fixer des limites, ce n'est pas exactement la même chose. Édicter des règles, on a, je pense, beaucoup parlé. Se fixer des limites, c'est qui fixe des limites? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est les autres? Et de quelle manière? Est-ce que c'est directif? Est-ce que c'est simplement des conseils? Donc je crois qu'il y a en fait tout un environnement qui est un environnement très large dans lequel le législateur va essayer de contribuer, et c'est parfois par des lois, mais c'est pas toujours par des lois. Alors, en santé publique, la question est absolument pas nouvelle. C'est-à-dire, ça fait très longtemps que les professionnels de santé publique, non pas édictent des règles, mais tentent de fixer des limites. Et c'est depuis pratiquement que la santé publique existe. Je prends des exemples, notamment par rapport à des aspects de normes. On parle beaucoup de normes de santé environnementale. Les professionnels de santé publique, les chercheurs en santé publique ont beaucoup contribué à développer des normes françaises ou européennes dans le domaine du taux de nitrate dans l'eau ou de façon peut-être un peu plus récente sur les taux admissibles de pollution par l'environnement. C'est pas eux qui les ont fixés, mais c'est très souvent à travers un certain nombre d'études qui ont été faites que le ou les législateurs ont pris la décision de définir des normes. Et donc, dans beaucoup de domaines, maintenant, on retrouve des normes sur lesquelles un débat est aussi fort et important, qui est de savoir est-ce que ces normes sont faites pour des raisons de santé ou est-ce qu'elles sont faites pour d'autres raisons, y compris des raisons économiques, et ce qui fait un peu écho à ce que j'ai entendu ce matin. Un autre exemple qui est peut-être un exemple, qui a un caractère exemplaire dans le domaine de la santé publique, c'est le tabac. Il y a eu énormément de grosses études qui ont été faites dans les années 50 qui ont contribué à édicter des règles, notamment pour fixer des endroits où on ne pouvait plus fumer, allant jusqu'à ce qu'on a pu entendre ces derniers mois sur est-ce qu'il faut interdire de fumer sur les plages. Donc on voit jusqu'où ça peut aller. Les pays anglo-saxons vont beaucoup plus loin que la France sur le sujet, mais aussi sur tout un tas de limites. Et on voit bien que toutes les campagnes qui sont faites dans le domaine de la promotion de la santé, c'est pas pour édicter des règles, mais c'est pour contribuer à ce que les personnes eux-mêmes ou leur environnement fixent des limites. Autre point aussi qui est un objet de très fort débat, c'est la vaccination ou les vaccinations. Donc, je vous rappelle que c'est quand même un sujet sur lequel, là, il y a une loi qui est passée qui a, non pas mis en place des obligations, puisqu'elles existaient déjà pour trois vaccins, mais les a étendues à 11 vaccinations. Donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel, bien entendu, la santé publique y a contribué de façon assez claire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport, par exemple, à d'autres pays
qui ont fait des choix différents, mais dans des contextes où les taux de couverture vaccinale étaient différents aussi. Donc c'est vrai que c'est des enjeux que l'on voit qui ne sont pas uniquement des enjeux techniques ou épidémiologiques pour parler d'une méthode qu'on emploie beaucoup en santé publique, mais qui deviennent très vite des enjeux politiques. Je donne plusieurs exemples, peut-être au-delà de ce qui a été beaucoup discuté ce matin. Mais autre exemple, le VIH, puisque Jean-François Delfraissy en a parlé un petit peu ce matin. Le VIH, la France, après un certain nombre d'interrogations, a pris assez rapidement la décision de ne pas rendre obligatoire le dépistage du VIH. Mais de nombreux pays, on en compte près d'une quarantaine, continuent à faire un dépistage obligatoire pour l'entrée ou le séjour des étrangers dans leur pays. Et ce n'est pas uniquement des pays qu'on peut qualifier d'illibéraux ou de dictatures. Il y a aussi des démocraties qui l'ont mis en place. Donc, tout ça pour vous dire que ce débat, il est dans plein d'endroits, à plein de niveaux, et que la santé publique, d'une manière ou d'une autre, y contribue. Et ce qui est en débat actuellement au travers de la loi bioéthique va renforcer fortement ces débats-là sur un certain nombre de choses que j'ai entendues ce matin. Donc je ne parlerai pas de la GPA ou de la fin de vie, on en a beaucoup parlé. Mais ce qui est aussi, ou ce qui va être en débat, c'est jusqu'à quel point nous pouvons aller vers, en amont des signes de la maladie. Et c'est des éléments qui existaient, mais qui deviennent de plus en plus forts, notamment à travers ce que l'on annonce, c'est-à-dire la médecine préventive et prédictive. Jusqu'où on va aller dans ce contexte-là? C'est-à-dire quels vont être les éléments qui vont inciter soit les personnes individuellement, soit le législateur à prendre des décisions. Et quand je dis les personnes, c'est les personnes et bien entendu les professionnels de santé. Vous avez tous entendu, c'était il y a à peu près 4 ou 5 ans, où une actrice célèbre, après avoir fait une double mastectomie, a décidé de faire une ablation des ovaires à titre préventif. Alors, ça a été beaucoup médiatisé parce que c'était une actrice très célèbre et très jolie, si je peux employer le terme. Mais derrière, c'est, je pense, assez emblématique de ce à quoi on risque d'assister. Et quand je dis risque, c'est pas avec une notion de valeur morale, mais il y a véritablement une incursion vers des éléments qui sont très en amont et qui, moi, me font penser quand même à la célèbre phrase du docteur Knox, c'est-à-dire, finalement, toute personne est un malade qui s'ignore. Et on va vers des éléments où on est de plus en plus en amont. Et c'est vrai que, de plus en plus, les nouvelles techniques, les nouvelles méthodes nous amènent à essayer de voir le plus en amont possible pour chaque individu qu'est-ce qui peut en être. Et puis, 2 derniers points avant de passer peut-être à une réflexion plus générale sur ce que la santé publique fait dans ce contexte-là. Mais ça a été dit, mais je veux vraiment insister dessus parce que pour nous, en tout cas dans le domaine de la santé publique, on le sent arriver comme un enjeu majeur, c'est toutes ces informations qui arrivent sur l'état de santé des personnes. Pas uniquement individuelles. Il y a individuellement ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire à qui appartiennent les données d'un individu. Moi, je pense qu'elles appartiennent avant tout à l'individu, mais elles circulent, ces informations-là. Et elles circulent de façon avec un anonymat qui est de plus en plus fragile, même si la France essaye de construire une très forte capacité à résister à ça. Mais il y a aussi l'emploi de toutes ces données, y compris pour inciter à prendre des décisions beaucoup plus collectives. Ça peut être pour des maladies, mais ça peut être pour des facteurs de risque. Et donc, jusqu'où on va traiter ces données? Qui aura la capacité de les traiter et pour en faire quoi? Et c'est vrai que ces entrepôts énormes de données sont... Alors, la France encore a
une originalité, avec d'ailleurs une des banques de données les plus importantes au monde à travers ce que détient l'assurance maladie. Mais il y a aussi toutes les autres informations qui peuvent circuler, et c'est surtout l'interconnexion de ces informations qui est quand même un élément préoccupant. Et puis je voudrais juste revenir sur un point qui a été aussi abordé ce matin, qui est le fait que on a beaucoup parlé des médicaments qui sont très onéreux et qui arrivent sur le marché. On a beaucoup parlé des nouvelles technologies. Tout ça fait en fait référence à un débat qui est loin d'être un débat d'aujourd'hui, qui traverse les systèmes de santé depuis les années 70, depuis que l'on commence à penser qu'il faut réguler les dépenses de santé, qui est l'idée de panier de soins. Et de nombreux pays ont tenté de rentrer là-dedans avec des bonheurs divers. Alors, il a été pris l'exemple de l'Angleterre, mais à l'époque, dans les années 80, un État américain, l'Oregon, a essayé de mettre en place aussi des aspects sur les paniers de soins. Et c'est vrai que derrière, ça touche à des éléments très forts qui est, finalement, qu'est-ce que la société souhaite accepter comme dépense pour les personnes, et jusqu'où la société va aller. Donc, juste c'était pour essayer d'avoir un tableau peut-être un peu plus large que les éléments qui sont malgré tout très très prégnants sur que ce soit la GPA, la PMA ou la fin de vie. Maintenant, et je terminerai par là, la santé publique, elle fait quoi là-dedans ? Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, et je reprends les propos d'un anthropologue de la santé qui s'appelle Raymond Massé, un anthropologue québécois, qui a bien défini les 3 lieux où la santé publique intervient, et y compris les 3 risques. Le premier, c'est au niveau de la définition de la santé. En fait, la santé publique, mais elle n'est pas la seule, intervient pour essayer de voir quelle est la frontière entre le normal et le pathologique. Et c'est vrai que c'est un sujet qui, à mon avis, va être de plus en plus important. Où est le normal, où est le pathologique ? Alors, je dirais pour les problèmes de santé mentale, c'est quelque chose qui est inhérent, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'avoir une hypertension, c'est normal ou c'est pathologique ? Jusqu'où c'est normal ? Est-ce qu'avoir un taux important de mauvais cholestérol, LDL, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pathologique ? Et je fais une petite aparté là-dessus. Vous avez vu aussi que si on estime que c'est pathologique, on le traite, entre autres par des statines, et c'est quand même une des dépenses les plus importantes dans les systèmes de soins, et donc une des recettes les plus importantes pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc, c'est quand même des sujets qu'il va falloir aussi, dont il va falloir s'emparer. Et de plus en plus, avec cette frontière qui est de plus en plus complexe à regarder. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la définition du risque. Et la santé publique s'est beaucoup introduite sur ces sujets-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un comportement à risque ? Comment on construit de façon épidémiologique un comportement à risque ? Et donc, derrière, on en déduit des facteurs de prédisposition, des facteurs de protection. C'est les experts, en général, qui définissent ces facteurs-là. Et ça aboutit à des recommandations, à des interdictions et à des interventions en santé. Je pourrais prendre plein d'exemples. Tout à l'heure, vous avez parlé de la femme enceinte et de l'alcool. Mais tout le sujet de l'alcool est un sujet sur lequel on construit épidémiologiquement un certain nombre de choses, et donc, est-ce qu'on a le droit de boire un verre par jour de vin, y compris matin, midi et soir ? Donc, on voit bien que ces éléments interviennent, et la santé publique intervient beaucoup pour mettre en place des éléments factuels à discuter sur le sujet. Mais elle intervient aussi sur des éléments de quels sont les facteurs de risque, et notamment par rapport au statut social d'éducation des personnes. Et on voit très bien que sur un certain nombre de sujets, les facteurs de risque, finalement, visent à cibler les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, sur lesquelles va s'appliquer tout un tas d'éléments en termes de comportement dans le domaine de la santé. Et puis le troisième niveau,
il est peut-être encore plus large, c'est au niveau de la construction de valeurs. Parce que la santé publique n'est pas exempte de valeurs. Et elle véhicule des valeurs. Alors, je le dis aussi parce que de la manière la plus objective ou la moins amorale possible, c'est-à-dire ces valeurs-là, elles sont profondément chevillées au corps des gens de santé publique qui les véhiculent. Mais c'est des valeurs quand même. Est-ce que la valeur santé est toujours la valeur la plus importante ? Et comment elle s'introduit dans le débat ? Ce qui se passe actuellement et le débat qu'il y a sur l'alcool en est un exemple tout à fait probant à ce niveau-là. Mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus, non pas plus insidieuses, mais en tout cas qui sont maintenant bien établies dans la société. On parle d'une pandémie d'obésité depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que les valeurs que l'on souhaite que les gens de santé publique souhaitent mettre en place? C'est assez clair. Le surpoids, c'est pas bon pour la santé, et l'obésité, c'est encore moins bon pour la santé. Mais c'est une valeur. Alors, avec derrière peut-être un certain nombre de conséquences en termes de problèmes de santé. Mais qu'est-ce que la société souhaite faire par rapport à ça? Et donc, je pense que c'est la pratique du sport et de l'exercice physique. Est-ce qu'il faut absolument pratiquer l'exercice physique? Je n'ose pas rappeler le célèbre mot de Winston Churchill, qui a quand même vécu jusqu'à 90 ans, mais c'était un exemple individuel. C'est vrai que collectivement, toutes les études montrent que la pratique de l'exercice physique intense a des effets préventifs. Et je veux insister sur ces points-là parce que ça rejoint aussi ce que disait mon voisin de gauche juste tout à l'heure, c'est que finalement tous ces éléments-là font en sorte qu'il y a aussi un gradient social très important. Et que toutes ces pratiques que la santé publique développe, finalement, sont adoptées assez facilement et de plus en plus par les personnes qui en ont les possibilités économiques, éducationnelles, etc., et qui mettent ça au premier rang de leurs valeurs, au détriment des gens qui sont dans des situations plus difficiles, ou peut-être que le fait de fumer, quand on est au chômage, qu'on n'a pas d'abri, on voit bien, 50% des chômeurs fument, c'est peut-être aussi quelque chose qui doit se voir, et je vous rejoins de façon plus globale. Donc, je vais finir là parce que je sais qu'on est déjà en retard. Simplement pour dire que je ne veux pas dresser ce tableau noir. Je pense qu'il y a des solutions et que ces solutions, elles passent principalement par le fait de privilégier les regards multiples. La santé publique est un des regards. C'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Et moi, j'apprends beaucoup avec le regard du droit ce matin. Et puis que derrière, il va falloir trouver les moyens d'avoir un équilibre dans ce que l'on promeut dans une société et ce qu'on appelle une responsabilité partagée d'éthique. Et je crois que c'est vraiment vers ça qu'il faut s'orienter. Merci. Merci beaucoup.